Cet atelier autour de ce thème, bonjour, de réussir son projet d'installation. On va tâcher de rester concentré sur cette partie-là de l'installation agricole. Si jamais on dévie, on part ailleurs, vous nous rattrapez. Et voilà. Donc, moi, je suis Władek Potocki. J'ai fait un retour à la Terre dans les années 70. Donc, c'est une vieille histoire. C'était les retours à la Terre de cette époque-là. Et c'était les babacools et les hippies et tout ça. Donc, on a démarré comme ça. Et j'ai arrêté le métier au bout de 40 ans. On était en GAEC sur le nord du Rhône avec ma compagne. Et on a fait une exploitation d'élevage, lait et transformation. Et je suis aujourd'hui accompagnateur de projets d'installation dans le cadre d'une politique d'accueil. Donc, si vous voulez, en fait, tout ce qui est toutes ces personnes présentes, je les ai pratiquées un peu dans tous les sens, de l'intérieur, de l'extérieur. Donc voilà, c'est à ce titre-là qu'ils m'ont donné ce micro et de vous présenter ça. Et on a réuni pour vous la Dream Team de l'installation et en présentant différentes facettes de l'accompagnement des porteurs de projets. Je me suis écrit mes notes en gros, parce que j'ai une mémoire, j'ai un peu le trac. Et du coup, il y a Fabienne Puel qui est là avec nous et qui est à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Voilà, chargée, responsable du pôle installation et du pôle entreprise, si je dis bien. Et on a ici Jérôme Gandon du CER. Donc, CER, ça ne vous parle pas. En gros, les 2/3 des comptabilités des exploitations agricoles sont tenues par le CER. Mais Jérôme a un parcours assez particulier, c'est qu'il est aussi installé. Donc voilà, il a cette expérience-là. Nous avons Simon Bestel qui est ici présent. Et du coup, lui, il est vraiment carrément côté néo-rural. Il se place carrément du côté des nouveaux arrivants sur les territoires agricoles et ruraux. Voilà, il se présentera. Et on a aussi Bruno Macias, ici présent, qui est aussi un peu sur ce côté des personnes arrivant sur les territoires et un peu sur cette idée de retour sur Terre, back to Earth. On a un petit peu ce qu'on peut vous proposer comme organisation, c'est de passer à peu près une dizaine de minutes sur chacune des structures à tour de rôle pour qu'elles puissent se présenter aussi un peu la dynamique des personnes qui sont en face de vous. Et on va répondre en même temps à 2 questions sur chacune des structures qui est qu'est-ce qui fonctionne bien chez vous ? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et on va se garder une petite question pour le dessert, c'est et si jamais vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ça aille peut-être un tout petit peu autrement. Au vu de la table ronde qui est en bas, on a vu qu'il y a du boulot à faire. Voilà. Et c'est bien sûr en lien avec vous, en questions-réponses. Donc on avait prévu une série de questions après cette partie de présentation des structures, mais en fait, je crois qu'on n'est pas très très nombreux. N'hésitez pas au fur et à mesure des interventions à poser vos questions, à réagir. Et on tâchera entre nous aussi d'interréagir. On a 1h30. Donc voilà, on espère qu'elle vous sera fructueuse, cette 1h30. Je vais passer la parole à Fabienne, qui est donc la Chambre d'agriculture. Un peu, voilà, vous avez un micro ? Tu as un micro ? Oui. Bonjour à tous. Donc Fabienne Puel, donc je travaille à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Peut-être un mot en fait pour présenter ce qu'est une chambre d'agriculture. Je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est un petit peu particulier. On est un établissement public, donc une chambre consulaire au même titre que la chambre des métiers ou la chambre de commerce et d'industrie. Voilà, à ce titre-là, donc, on a un rôle qui nous est défini, je dirais, par l'État, de représenter en fait les acteurs du monde agricole et aussi la partie forestière et tout particulièrement en fait les agriculteurs en fait. On est dirigé, la Chambre d'agriculture, du Puy-de-Dôme, comme toutes les chambres d'agriculture, sont dirigées en fait par des agriculteurs en fait qui sont élus tous les 6 ans. Voilà, je voulais repositionner ça parce que c'est vrai que c'est important. On est une structure un petit peu particulière parce qu'on n'est pas une entreprise. On n'est pas. Des fois, on nous dit tiens, c'est l'administration, c'est l'État. Non, absolument pas en fait.
On est bien dirigé par des agriculteurs, mais c'est vrai qu'on est quand même, je dirais, sous tutelle de l'État, puisqu'on a un certain nombre en fait, de missions déléguées par l'État, donc ce qu'on appelle les missions de service public. On a aussi des missions consulaires, c'est-à-dire des missions de représentation en fait, du monde agricole. En fait. Et on est aussi comment dire, très lié en fait, avec l'État, puisqu'il va nous interroger en cas de difficulté, par exemple, au niveau du monde agricole. Par exemple, en ce moment, on travaille en fait, sur le dossier calamité en fait, sécheresse qu'il y a eu voilà, pour une validation d'ici la fin de l'année. Le gros épisode de grêle qu'on a eu, en fait, voilà, on a travaillé dessus. Donc voilà, en quelques mots, pas y passer trop de temps, mais... Donc voilà pour la Chambre d'agriculture. Peut-être en 2 mots, je parle de moi, a priori. Rapidement, mais... c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. Moi, je suis à la Chambre d'agriculture en fait depuis 2005, donc ça fait quelques années. Juste avant, en fait, j'ai travaillé au syndicat des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, je dirais, le monde agricole, parce que je suis pas issue. Enfin, mes parents sont pas agriculteurs, mes grands-parents, mon grand-père paternel l'était, mais sur une petite structure et il y a très longtemps. Et voilà, l'installation m'a tout de suite plu, donc j'ai voulu continuer dedans. Au départ, quand je suis arrivée à la Chambre d'agriculture, j'étais conseillère d'entreprise en fait sur plusieurs secteurs, donc globalement accompagnement des porteurs de projets. Et j'ai eu l'opportunité en fait en 2014 et là il y a quelques mois en fait de prendre des responsabilités. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis responsable, alors exactement responsable service installation et conseil entreprise. Et sachant que j'ai ma collègue qui travaille étroitement avec moi, Céline Duquet, qui s'occupe de l'aspect transmission et formation. Voilà, en se disant, on a, comme je disais tout à l'heure en aparté, on a des conseillers pour les porteurs de projets et on a des conseillers aussi pour les futurs cédants, en fait, des conseillers transmission. Voilà pour mon parcours. Par rapport à la Chambre d'agriculture, peut-être, c'est de se dire, aujourd'hui, les élus, enfin nos élus, de cette mandature, mais aussi les élus en fait des mandatures précédentes, ont toujours placé en fait le renouvellement des générations comme une priorité en fait essentielle pour la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Alors je parle Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme parce que ça m'est compliqué de parler au nom de toutes les chambres d'agriculture de France. Après, je peux me permettre de parler sur le renouvellement des générations. C'est une priorité en fait à l'échelle française de toutes les chambres d'agriculture, et alors avec des moyens, je dirais, différents en fonction des situations et des territoires. Concrètement, dans le Puy-de-Dôme, en fait, on a et je dirais dans tous les départements en fait en France, on a des équipes en fait dédiées pour l'accompagnement en fait des porteurs de projets. De A à Z, dans le sens où de la phase en fait de tiens, j'ai envie de m'installer, je suis porteur d'idées en fait, avec une première étape qui est le point accueil installation, jusqu'à la concrétisation en fait de son projet d'installation. Et aussi, on accompagne en fait les porteurs de projets sur les premières années en fait d'installation s'ils le souhaitent. Voilà, l'idée c'est d'un accompagnement en fait, je dirais global sur les différents aspects en fait du projet d'installation et aussi sur l'angle en fait compétences. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu enfin oui, j'imagine, installation des JA et notamment le PPP en fait, qui est aujourd'hui, en tout cas pour jusqu'à la fin de l'année, parce que voilà. PPP, on ne va pas parler en sigle. Parcours de professionnalisation personnalisée. Globalement, c'est le parcours d'installation qu'il faut valider pour avoir droit en fait à la DJA aujourd'hui. Alors là, je suis un petit peu embêtée en fait, parce que ça, c'est valable jusqu'au 31 décembre de cette année. À partir de 2023, en fait, le fonctionnement de la DJA va totalement évoluer. Et c'est vrai qu'il va passer... Aujourd'hui, on avait un cadre en fait national pour ce... Alors, DJA, dotation jeunes agriculteurs. Donc c'est une aide en fait donnée par l'État et financée aussi par l'Union européenne en fait dans le cadre du FEADER pour les personnes qui s'installent en agriculture et qui respectent, je dirais, un certain nombre de conditions, dont la condition en fait d'avoir un PPP validé. Dans ce PPP validé, peut-être s'il y a l'obtention en fait d'un diplôme bac pro, enfin excusez-moi, pas bac pro, mais au niveau 4 agricole, équivalent bac.
Et alors, si là je suis un petit peu embêtée, c'est que jusqu'à maintenant, l'État avait fixé le cadre en fait de la DJA en lien avec l'Europe, et à partir de 2023, c'est plus l'État qui a cette responsabilité, c'est les régions, donc les conseils, le conseil régional en fait, qui a cette responsabilité, et chaque région décide ou va décider en fait de sa future DJA. Et pour être franche, dans certaines régions, en tout cas les informations dont on dispose aujourd'hui, la DJA va, alors je suis peut-être un petit peu rude quand je dis ça, mais va pas disparaître, mais va être remplacée par une aide en fait à l'installation au milieu rural. Voilà. Alors, je suis pas là pour juger, mais voilà. Là, ça, Auvergne-Rhône-Alpes, du coup. Alors, nous, Auvergne-Rhône-Alpes, la région a décidé de maintenir en fait la DJA avec des financements en fait importants et réellement sur un volet agricole, activité agricole en fait, et a décidé de maintenir aussi la règle, le fait d'avoir le PPP validé en fait pour avoir droit à la DJA. Là, c'est vrai que je ne sais pas si les gens viennent tous d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est vrai que s'il y a des personnes qui ne viennent pas en fait de la région, qui souhaitent s'installer en fait dans d'autres régions, sachez que par rapport à la DJA, les choses vont évoluer en fait à partir de 2023. Alors pas forcément au 1er janvier, parce qu'il y a certaines régions qui ont décidé de maintenir le dispositif en fait tel qu'on le connaît aujourd'hui pendant 6 mois ou pendant 12 mois. Donc la nouvelle DJA peut se mettre en place que au 1er juin 2023 pour certaines régions, ou au 1er juillet, ou même au 1er janvier 2024. Alors pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça sera au 1er janvier, oui. Alors non, globalement, en fait, on sera dans les mêmes, dans la même définition, les mêmes exigences, je dirais, en fait, que ce qu'on a aujourd'hui. Alors à la marge, il y aura des petites évolutions, mais les exigences seront les mêmes, notamment au niveau formation, en fait, compétences, en fait. Est-ce que certains d'entre vous sont passés au pôle installation de leur chambre d'agriculture respective? Vous connaissez, vous êtes, voilà. Peut-être revenir sur le parcours le théorique à l'installation, c'est-à-dire que les personnes en souhaitant s'installer passent au pôle installation. Au point accueil installation. Voilà, non, c'est pas. Alors après, je ne sais pas si je pourrais parler en fait d'un parcours forcément pour s'installer. Enfin, c'est vrai que je dirais qu'aujourd'hui, chaque cas est un petit peu particulier. Donc, il n'y a pas forcément un parcours idéal, ou parce que je vois bien aujourd'hui sur les porteurs de projets qu'on accompagne, des fois, il y a des choses qui se font avant ou après, parce qu'il y a des fois, il y a des opportunités qu'on va saisir, notamment sur de la reprise de foncier, en fait. Souvent, on dit, on va réfléchir, en fait, au projet d'installation et ensuite, on va le concrétiser. Voilà, notamment par rapport à la DJA, on présente un projet en fait qui est validé en commission et ensuite on s'installe. Sauf que des fois, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce qu'on a l'opportunité en fait de reprendre du foncier parce que la personne, le cédant, part à la retraite, ou parce que c'est du foncier familial, enfin pour X raisons, ou reprendre un bâtiment. Et donc c'est vrai que des fois, on a déjà le foncier et les personnes viennent rencontrer ma collègue André Tisserand en fait au point accueil installation. Voilà. Après, je dirais peut-être, pour moi, ce qui est important, c'est quel que soit votre projet d'installation, quel que soit votre âge, quel que soit votre souhait de vous installer, que ce soit dans le cadre de la DJA ou hors cadre DJA, je pense que ce qui est important, en fait, c'est que vous ayez réfléchi, vous, je dirais, avec vous-même déjà dans un premier temps sur c'est quoi vos objectifs, pourquoi vous vous installez, en fait, qu'est-ce qui vous anime, en fait, là-dedans, parce que c'est à vous de répondre à cette question-là. Et quelle que soit la personne qui va vous accompagner, pour qu'elle vous accompagne correctement, en fait, il faut qu'elle le sache, en fait. Donc, il faut que vous y ayez vraiment réfléchi. Après, je pense que c'est important que vous ayez échangé là-dessus avec votre entourage, avec votre conjoint, avec vos enfants si vous en avez, avec vos parents, vos familles, vos amis. Déjà pour que l'entourage proche soit au courant, puisse savoir si c'est partagé ou pas, parce que souvent on parle de projet d'installation comme un projet de vie.
Et c'est vrai parce que une installation en agriculture, ça empiète beaucoup sur la vie, je dirais, la vie à côté, la vie familiale, les loisirs, enfin la vie de famille. Et donc, c'est important aussi que tout le monde soit au courant, que ça soit un projet partagé et que si ça bloque, que vous puissiez l'anticiper et peut-être l'organiser, en tenir compte, en fait. Voilà. Sur ces objectifs, enfin voilà, je dirais à retenir, je pense que c'est vraiment réfléchir à ce que vous voulez, vous. C'est quoi vos objectifs, en fait? Il n'y en a pas de bon ou pas bon, hein. Il y a ce que vous voulez faire, vous. Et après, prendre le temps avant de vous installer, en fait, pour vous former, pour acquérir, en fait, les compétences nécessaires pour votre projet, quel qu'il soit, et le temps nécessaire à réfléchir, en fait, à votre projet d'installation pour qu'il vous corresponde et que vous ayez, entre guillemets, sécurisé au maximum votre installation. Alors, on ne pourra jamais sécuriser parce que la vie passe par là et que voilà. Mais on se rend compte quand même que si la partie réflexion, en fait, enfin voilà, si c'est la personne qui a passé du temps et qui a essayé de cocher toutes les cases entre guillemets, il y a plus de chances de réussite et de maintien. C'est vrai qu'en agriculture, on a cette chance, on a un très beau taux de maintien en fait au bout de 5 ou 6 ans, meilleur en fait que dans le commerce ou dans l'artisanat. Et dans le cadre de la DGA, on a un taux de maintien excellent, c'est-à-dire qu'on est quasiment à 95% à 5 ans ou 10 ans. Et c'est vrai que je me dis que c'est aussi parce que les personnes ont pris le temps de réfléchir en fait à leur projet d'installation, quoi. Et ce qui prend... Enfin, alors... Des fois, on me dit « Ah ouais, mais vraiment, ça prend du temps, les démarches à faire pour le PPP, pour fournir toutes les pièces administratives, pour le dossier des JA, ou des fois pour les banques. » ou pour voilà. Et je dis « Effectivement, ça prend du temps, mais ce qui prend du temps aussi, c'est la partie réflexion. C'est-à-dire que vous avez besoin de temps réellement pour réfléchir, vous, pour prendre un papier ou un ordinateur et gratter un petit peu, à savoir tiens, qu'est-ce que je veux faire, dans quel sens je vais le tourner, au niveau technique, au niveau économique, au niveau main-d'œuvre, au niveau humain. Et ça, faut pas le négliger, en fait, ce temps où vous allez cogiter. Parce que vraiment, c'est ce qui sera gage, je pense, de réussite, en fait, dans votre projet. Quand je dis réussite, c'est réussite pour aussi atteindre, en fait, vos objectifs. Voilà. Peut-être et après je laisserai la parole parce que je ne veux pas monopoliser, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui est très important en fait pour nos élus et que je me dois de... c'est vrai que nous, la Chambre d'agriculture, en fait, on se positionne sur l'accompagnement. Alors je vous ai dit de toutes les installations, avec peut-être juste un bémol en fait, c'est que sans jugement derrière, mais il y a une installation avec une volonté en fait de sortir un revenu. Enfin voilà. Alors je dirais aujourd'hui, on est sur un revenu à atteindre. On parle d'un SMIC pour la DGA, on serait plutôt sur 1,5 voire 2 SMIC en fait. Voilà. Quand je dis ça, c'est que on a certains porteurs de projets en fait qui n'ont pas forcément cette volonté de rentabilité en fait de l'exploitation agricole ou de sortir en fait un revenu à hauteur d'un SMIC ou un SMIC et demi. Là-dessus, moi je suis pas à dire c'est bien, c'est pas bien. Si c'est votre projet, je l'entends. Et voilà, mais c'est vrai que nous, en tant que Chambre d'agriculture, ce qu'on veut mettre en avant, c'est aussi de dire on a besoin en fait, d'agriculteurs, on a besoin de production agricole et on a besoin d'agriculteurs en disant tiens, qui souhaitent se sortir un revenu. Voilà, je ne sais pas si je suis claire dans mon explication, mais... Peut-être en précision sur les candidats que vous recevez, combien sont hors cadre familial? Puisqu'en fait, on est pas mal aujourd'hui sur plutôt des personnes venant de l'extérieur du monde agricole. Est-ce que vous avez... Moi, j'ai à peu près les chiffres en Rhône. Est-ce que vous les avez en Puy-de-Dôme? À peu près. Hein, alors, à peu près, je dirais... Alors, c'est toujours compliqué la définition du hors-cadre familial, en fait. C'est là où je mettrais un petit bémol, parce qu'entre la définition des GIR... Mais au niveau du point accueil-installation, c'est vrai qu'on va peut-être être à plus de la moitié, en fait, des porteurs de projets, en fait, hors... même, je dirais, peut-être à 50-60%, en fait, de personnes, en fait, hors du milieu agricole, quoi. Dans le Rhône, on est à 40%. Donc on est vraiment dans ce chiffre-là. Peut-être c'est un petit état des lieux, ce qu'on n'a pas pris le temps de faire avant, et peut-être c'est intéressant d'avoir votre éco-chambre,
c'est ça a été régulièrement dit qu'à l'échelle de 5 ou 10 ans, c'est pas important, il y a la moitié des exploitations agricoles de nos territoires qui seront à reprendre. Et je crois que le constat, c'est que le monde agricole tout seul n'y arrivera pas au jour d'aujourd'hui. Ah oui. C'est partagé. Ah donc oui. Ça veut dire que forcément, quelque part, il va y avoir des entrecroisements et une évolution de ces pratiques d'installation. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Ah oui, bien sûr. Ah, bien entendu. Ah oui, oui. Qui est complètement présent. Et je dirais que ça fait des années qu'on l'anticipe en disant, ben voilà, on souhaite ouvrir en fait le monde agricole. C'est pas parce qu'on n'est pas enfant d'agriculteur qu'on ne peut pas s'installer, quoi. Ça, bien entendu. Et on a besoin en fait finalement de toutes les forces vives en fait pour renouveler les générations. Donc oui, bien entendu. Et c'est vrai que, alors là, c'est un atelier où on parle installation agricole, mais c'est vrai que nous, on parle aussi de plus en plus, en fait, des métiers de l'agriculture, parce que, on a besoin, en fait, de chefs d'exploitation, mais on a aussi besoin, en fait, de salariés, en fait, agricoles. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas fait, quand je dis ça, c'est une réalité, hein, tout le monde n'est pas fait, en fait, pour être chef d'entreprise. Il y en a, ça leur convient très bien. Il y en a d'autres, en fait, ça va pas leur convenir. Ils seront mieux, en fait, plus épanouis, en fait, en tant que salariés agricoles. Et sachez que, voilà, c'est aussi possible. Il y a une diversité, en fait, de métiers, en fait, dans le monde agricole qui peut vous permettre de pleinement vous épanouir. Et c'est pas forcément parce que des fois, on a une image un peu négative, en fait, des métiers, du métier de salarié agricole. Non, ça peut être des métiers, en fait, très variés et enrichissant, intéressant, et je dirais avec aussi des bonnes conditions de travail. Hein, c'est plus. Je pense qu'il faut dépasser en fait vraiment des visions. Meilleures même. Peut-être meilleures. Et du coup, qui peut permettre de renforcer votre expérience pour proposer une installation plus sécurisée, quoi. Ah, bien entendu, oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. On y reviendra certainement. Simon, est-ce que tu veux peut-être prendre la suite? On va un peu... Je peux prendre la suite. Donc Simon Bestel, donc je suis un des fondateurs de Fermes en Vie. Donc j'ai un parcours, je suis pas revenu réellement à la terre. Je m'en suis un peu éloigné pendant un moment parce que je suis ingénieur agronome de formation. J'ai travaillé pendant tout le début de ma carrière dans des grandes entreprises de l'agroalimentaire. Et j'ai voulu revenir, en tout cas à l'agricole, sans pour autant m'installer en agriculture. Donc j'ai fondé Fermes en Vie il y a 2 ans avec 3 personnes. Donc Fermes en Vie, en fait, une société de l'économie sociale et solidaire qui a pour mission de faciliter l'installation de jeunes agriculteurs, ou de moins jeunes d'ailleurs, en agroécologie. Et un des moyens qu'on a choisi pour faciliter ces installations, c'est de financer les exploitations, parce qu'on sait que c'est une grosse difficulté, surtout sur des exploitations de taille significative. Le financement complet, matériel, cheptel, foncier, bâtiment, est en général hors de portée de jeunes agriculteurs, surtout si on n'est pas issu du milieu agricole et donc on n'hérite pas d'une exploitation. Et donc nous, on est là pour financer l'acquisition, la mettre en location à ces porteurs de projets en agroécologie avec une option d'achat. C'est-à-dire qu'au bout de 7 années d'installation, les jeunes agriculteurs peuvent racheter la ferme ou pas, c'est une réelle option, s'ils souhaitent devenir propriétaires de leur structure. Ce qui est aussi un intérêt pour nous, parce que ça nous permet de récupérer le montant de l'acquisition pour financer d'autres projets. Donc on pousse beaucoup à l'exercice de ces options. Donc pour rebondir un peu sur ce que tu disais, nous, effectivement, on voit essentiellement pour le coup des gens non issus du milieu agricole chez Fermes en Vie, bien évidemment parce que c'est des gens qui n'ont pas de ferme et donc recherchent des fermes et ont en général des difficultés à les financer. Donc c'est tout de suite une problématique à laquelle ils doivent faire face. Comment acquérir à la fois le cheptel, le matériel, mais aussi le foncier. Donc ils se tournent souvent vers FEV pour pouvoir, avec les banques, les partenaires bancaires, procéder à l'acquisition du matériel et du cheptel. Et avec FEV, sécuriser le foncier et le bâti qui pourront dans un deuxième temps acquérir. Donc voilà un peu en gros notre fonctionnement. Alors peut-être que je réponds à tes 2 questions sur ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Sur la question, comment vous accompagnez les porteurs de projets sur leurs projets? Parce que du coup, vous avez des fermes à mettre à disposition, vous avez des porteurs, j'imagine que ça
C'est cool, tu as une bonne tête, je te cède ma ferme. Alors ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Alors nous, un des points sur lequel on insiste énormément, c'est l'accompagnement. Donc nous, notre vocation est de ne pas faire l'accompagnement technique, mais c'est de s'assurer que chaque porteur de projet est accompagné par les bons candidats, les bonnes organisations. Donc on travaille énormément avec les chambres d'agriculture sur les territoires où on est présent, mais aussi les ADR, les CIVIN, enfin, tout l'écosystème qui peut intervenir, les SAFER aussi, qui sont évidemment un partenaire incontournable sur le foncier. Mais nous, on ne va pas faire l'accompagnement technique en direct. On va s'assurer que chaque interlocuteur va intervenir au bon moment pour s'assurer que l'installation se fasse dans de bonnes conditions. Et ensuite, on a aussi déployé un outil, une plateforme en fait, qui nous permet de faciliter les interactions avec les porteurs de projets, leur donner toute une série d'outils qui facilitent par exemple la prospection pour trouver une ferme, identifier le prix de vente des fermes sur le territoire pour pouvoir faire des comparaisons, où sont les grandes villes, où sont les commerces, les écoles, enfin voilà, toute une série d'outils qui peuvent faciliter la préparation à l'installation. Mais on n'a pas vocation à remplacer les acteurs du territoire, en tout cas. Et ensuite, évidemment, on procède à nos propres évaluations, à la fois des porteurs de projets, s'assurer qu'on estime qu'ils sont qualifiés pour une reprise et qu'ils ont, comme tu disais, vraiment le tempérament de chef d'entreprise, parce que c'est quand même critique, hein, c'est pas simple, une installation. On va également qualifier les fermes, voire négocier le prix des fermes pour s'assurer que l'installation se fasse aussi dans de bonnes conditions financières. Alors pas forcément à T0, mais au moins au moment de la reprise dans 7 ans, si on a acquis la ferme trop chère, elle restera trop chère pour le porteur de projet à terme. Donc on intervient beaucoup sur cette évaluation économique du prix des fermes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, une ferme que vous accompagnez et des porteurs que vous avez en face, qu'on ait une petite idée, c'est une ferme d'élevage ou c'est une... Alors on a tout type de ferme en fait. Alors on accompagne en général des structures d'une certaine taille, donc au moins une trentaine d'hectares. Mais dans ce qu'on a accompagné, on a par exemple en Deux-Sèvres une ferme qui est en polyculture élevage qui fait 45 hectares avec des gîtes et de la transformation sur la ferme, donc très diversifié. Et là, un de nos derniers projets, c'est on a racheté une ferme qui fait 190 hectares dans les Landes, qui était en monoculture de maïs et qu'on va accompagner pour diversifier, introduire de l'agroforesterie, du non-labour, et voilà, aller vers des pratiques beaucoup plus agroécologiques. Donc vraiment des modalités très différentes, ou encore une exploitation sur laquelle on travaille, qui est une exploitation de noisetiers, donc encore des problématiques bien différentes. Et vis-à-vis, par exemple, sur cette grosse ferme des Landes, est-ce qu'elle va être redivisée sur de plus petites structures, vu qu'on a très souvent des porteurs de projets qui ont peu de besoin de foncier et qui ont du mal à le trouver? Est-ce que du coup vous arrivez à trouver une réponse à cette... Oui, alors on procède en fait, on a un exemple très concret, alors qu'il y a une ferme d'une centaine d'hectares qui est en bovin lait, et sur lequel on va dédier 2 à 3 hectares qui sont irrigués à l'installation de maraîchers. Donc ils vont venir s'installer sur le site, déployer leur atelier maraîchage. Alors on n'aurait pas pu évidemment lancer l'acquisition avec uniquement ces 2 maraîchers pour sécuriser l'ensemble du foncier. Donc on l'a sécurisé via la partie exploitation bovin-lait. Mais on va pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, accueillir d'autres porteurs de projets sur des surfaces plus petites, avec des projets qui peuvent être complémentaires, puisqu'ils vont bénéficier de la fertilisation amenée par les bovins. Par rapport à Terre de Liens, comment on pourrait Je pense qu'il y a une différence. Est-ce que tu pourrais nous... Alors, sur le principe, on a les mêmes finalités, un peu la même vocation, qui est de sécuriser des installations et sur des pratiques agroécologiques. La différence principale, il y a 2 différences. On va dire c'est sur l'option d'achat. Effectivement, Terre de Liens a vraiment une vocation à sécuriser ad vitam les terres agricoles et donc pas offrir l'opportunité aux porteurs de projets de devenir propriétaires du foncier. Donc ça, c'est la différence principale sur le mode d'action. Et ensuite, nous, on est une entreprise, ils sont une association, donc c'est dans le fonctionnement au quotidien, c'est aussi assez différent. Et qu'est-ce qui se passe justement au bout de 6 ans, je crois que vous avez dit l'option 7 ans, oui. Si le porteur de projet dit non, je ne veux pas acheter, s'il ne veut pas acheter, on reste propriétaire et on continue, le bail continue. Voilà. Pour 6 ans ou... C'est un bail de 25 ans. 25 ans. Voilà, à clause environnementale, et donc et au bout de 25 ans, il est renouvelé automatiquement. Il y a une question dans la salle.
Allez-y, allez-y. Les frais de notaire au départ et au bout des 7 ans. Donc les frais de notaire au départ, c'est nous, enfin, c'est dans le cadre du projet que c'est pris en charge. Et au bout des 7 ans, c'est le porteur de projet qui procède à l'acquisition et qui paiera les frais. Oui. Il y a peut-être d'autres questions sur la lancée. On a En termes d'organisation, parce que j'ai entendu parler des normes, tout ça, vous intervenez sur toute la France. Non, aujourd'hui, alors, on est une toute jeune structure, on a 2 ans. Donc on est basé, le siège est à Bordeaux. On intervient aujourd'hui surtout sur Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Mais on commence à déborder parce qu'on a de plus en plus de porteurs de projets qui arrivent avec des fermes à reprendre et partout en France. Donc on commence à étudier des projets bien loin de nos bases, on va dire. Vous partez de Bordeaux et vous vous déplacez. Hein, vous n'avez pas d'autres. même à Clermont-Ferrand, vous voyez. Exactement, non, mais parce qu'en plus je suis du coin, donc voilà, ça facilite les choses. Non, on est basé essentiellement à Bordeaux, mais également à Paris et Toulouse. Ils ont une très belle caisse à outils. Jetez un œil sur Internet. Oui, la Grange est un félicitations. très beau site. Très belle. Tu avais des réponses, on ne l'a pas fait pour Fabienne, les points donc, qui ce fonctionnent. qui marche moins bien. Ouais. Donc je dirais ce qui marche très bien, et ce qui était un peu une de nos craintes de départ, c'est qu'il y a énormément de personnes intéressées par une installation dans l'agricole. Alors effectivement, nous c'était un de nos doutes, hein. On s'est dit effectivement l'objectif est d'installer beaucoup de néo-ruraux dans des fermes parce qu'il y a un vrai enjeu de reprise d'exploitation. Mais on se rend compte qu'il y a énormément de candidats, donc ça nous rassure, et voilà, on n'a pas trop de difficultés à trouver des candidats. Après je ne dis pas que tous les candidats sont au bon niveau de maturité, au bon stade pour s'installer immédiatement, mais en tout cas ils sont là, il y a une vraie volonté, donc ça c'est très positif. Ce qui est plus compliqué, et je pense que mon camarade du CERF France pourra peut-être le confirmer. Pour nous, c'est la partie économique des projets, qui est souvent un peu le côté qui pêche dans les projets d'installation. On a beaucoup de candidats qui ont de grandes ambitions et de grosses envies, mais qui ont du mal à travailler la partie économique, et qui est quand même essentielle quand on s'installe sur une exploitation. On est chef d'entreprise, donc il faut maîtriser les enjeux économiques. Et là, on a soit des gens qui ne les maîtrisent pas du tout, ou alors qui délèguent totalement à un CERF France ou à une chambre d'agriculture le montage du projet économique. Et ça, pour nous, c'est un vrai souci, parce que je pense que le modèle où on s'installait sur une ferme qui ne change pas pendant 40 ans est totalement terminé. On va être confronté à des enjeux de plus en plus complexes et qui vont changer. Les enjeux climatiques, de toute façon, vont nous obliger à changer. Donc il va falloir être dans une capacité d'adaptation de son exploitation qui vont évidemment impliquer les changements économiques. Et donc si on ne maîtrise pas ces enjeux-là, je pense que l'installation ne sera pas réussie. Donc voilà, nous, c'est une de nos difficultés aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes personnes pour accompagner ces gens-là, mais sans que ce soit une prise en charge à 100% de cet accompagnement par ces interlocuteurs. Il faut vraiment que ces porteurs de projets soient impliqués dans ces aspects économiques. Je propose qu'on fasse un temps pause sur cette question, que vous continuez autour d'un verre au bar à 17h. On viendra avec vous d'ailleurs, à 17h30. Il nous reste une demi-heure. Je propose qu'on avance. On est en plein dans les sujets. Moi, ce que je repère, c'est qu'en Creuse, les questions ne sont pas toujours les mêmes. Nous, dans le Rhône, on a un vrai problème de foncier comme vous. On a des porteurs de projets en pagaille et on n'a pas de foncier. Mais du coup, on va aller au bar ensemble. Ouais. Je reviens sur cette problématique, justement, je me permets. Allez, hop. Sur la problématique, moi je suis d'accord avec toi. Effectivement, pour moi, il n'y a pas assez de porteurs de projets. Aujourd'hui, en tout cas, de porteurs de projets sérieux qui ont justement les capacités de reprendre une ferme. Des porteurs de projets potentiels qui arrivent avec une idée un peu bucolique de s'installer au vert et reprendre une ferme sans avoir justement tous ces enjeux économiques, sans être en capacité de vraiment diriger une ferme. Ça, on en a plein. Moi, justement, sur mon parcours. Et dans l'asso que j'avais monté, qui justement promeut l'installation de néo-paysans, qui s'appelle NeoAgri, justement, on a beaucoup de gens avec ce profil-là. Par contre, derrière, des gens qui vont jusqu'au bout du parcours d'installation et qui concrètement s'installent, là, ça se complique. Et là, on arrive à la vraie difficulté. Concrètement, si on regarde dans les chiffres,
eh bien, on est toujours, depuis des années, on est toujours aux alentours de 13 000 installations par an pour quasiment le double de personnes qui partent à la retraite. Donc clairement, voilà, tous les ans, on perd 1 à 2% d'agriculteurs qui ne trouvent pas de repreneurs. Et donc là, effectivement, on a de multiples causes. Effectivement, vous le disiez, l'accès au foncier. Forcément, dès qu'il y a une ferme qui est cédée, hop, on a tout de suite les voisins qui se positionnent pour récupérer les terres. Et pour un cédant, c'est hyper compliqué de dire à son voisin, ami et futur voisin avec qui on a toujours grandi, de dire non, désolé, ce ne sera pas pour toi, ce sera pour quelqu'un qui vient peut-être même pas du coin, qui est potentiellement ancien citadin et qui est en reconversion, qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, et dire ce sera pour lui. Et bien là, effectivement, c'est compliqué. Donc ça, c'est une des premières problématiques. Effectivement, la deuxième, c'est mine de rien, c'est cette capacité de monter en compétence pour un porteur de projet et d'être en capacité vraiment de diriger une ferme. Et quand je dis diriger la ferme, oui, parce qu'en fait, devenir agriculteur aujourd'hui, c'est pas simplement faire pousser des carottes, c'est un des aspects. Mais il y a aussi tout l'aspect gestion d'entreprise, gestion de la commercialisation, gestion de la partie administrative. Enfin, il y a vraiment tous ces aspects-là, et c'est un métier. Et oui, l'aspect moral aussi, être en capacité de avoir les épaules pour porter tout ça, pour réussir à gérer tous ces aspects-là. Et ça, mine de rien, c'est des choses, tu le disais tout à l'heure, il faut du temps pour vraiment créer un projet comme ça. Et alors, il faut du temps, oui, il faut de la formation, ça c'est le deuxième point, c'est clairement être bien formé. Troisième point, être accompagné, parce qu'on peut avoir une super formation théorique, c'est bien aussi d'avoir parfois un point de vue extérieur qui va mettre en lumière certains aspects qu'on n'aurait pas forcément vus quand on a la tête dans le guidon. Et il y a un autre aspect qui est, il faut quand même de la pratique. Ça, c'est un des autres aspects. Donc, tu disais, il faut du temps, etc. Mais moi, je rajouterais, il y a cet aspect-là, il y a, mine de rien, il y a l'aspect... Oui, dans les compétences. Mais il y a l'aspect pratiquer un métier. Surtout quand on est non issu du milieu agricole. Moi, je travaille principalement avec des personnes non issues du milieu agricole. Et justement, il y a cet aspect-là qui est, concrètement, c'est bien, on a toute la partie théorique, on arrive à gérer tout ça, mais derrière, ça reste quand même un métier avec lequel on travaille avec du vivant, qui requiert de véritables compétences, de véritables connaissances. Et voilà, c'est des choses qui sont ancestrales, surtout quand on est non issu du milieu agricole, on n'a pas bénéficié du grand-parent, de nos parents qui nous ont appris dès tout petits à savoir comment ça pousse, quand planter, quel traitement, même en bio, appliquer, à quel moment, quels sont les risques et tout ça. Et donc tout ça, c'est des choses pour lesquelles il y a besoin aussi de pratique. Et aujourd'hui, justement, parmi les questions que tu voulais nous poser, des choses à améliorer, il y a cet aspect-là pratique, concrètement, qui manque aujourd'hui. Donc on a des organismes de formation, des organismes d'accompagnement, on a on a quand même, en France, on est quand même plutôt bien outillé. Et on a quand même pas mal d'outils. Par contre, sur cet aspect pratique, il y a du parrainage, c'est compliqué, c'est pas suffisant, on manque d'outils. Clairement, aujourd'hui, en tant que structure, nous, par exemple, si on voudrait faire en sorte qu'un agriculteur un porteur de projet aille faire des stages sur une exploitation, on a une difficulté, on n'a pas forcément tous les outils pour. Il y en a qui existent. Moi concrètement, si je reviens par exemple sur mon parcours, parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas répondu, je me suis pas présenté. Peut-être sur mon parcours, moi à l'époque justement, je fais partie de ces néo-paysans, ces gens non issus du milieu agricole. Et il y a en 2014, l'aventure a commencé en 2014. Je travaillais à Paris en tant qu'ingénieur, etc. Et j'ai sauté le pas. Je me suis dit, un peu avec une idée peut-être un peu bucolique à l'époque, clairement. Pourquoi pas avoir un métier qui ait du sens et devenir agriculteur. Donc, sauf que la première étape sur laquelle je me suis lancé avec ma compagne, qui elle est ingénieure agronome, pourtant qui théoriquement sur le papier, voilà.
Clairement, voilà, ça reste de la théorie. Et donc, on s'est dit, il nous manque clairement de la pratique. On est allé pendant plus d'1 an travailler sur plusieurs fermes. Et c'est là où, justement, on a découvert la réalité du métier qui était assez éloignée justement de cette image un peu bucolique qu'on peut avoir dans les médias et autres. Et justement, c'est une des choses que j'invite à faire, tout porteur de projet, c'est vraiment aller sur des fermes réellement, discuter, travailler, mettre les mains dans la terre et expérimenter. Et clairement, par exemple, pour poursuivre un peu le parcours, donc de ça, justement, de ce cheminement et de ce travail sur les fermes, en discutant avec les porteurs de projets, je me suis rendu compte que la plupart avaient rencontré les mêmes difficultés, c'est-à-dire l'accès au foncier, élaborer son business plan, la partie commercialisation, monter en compétences. Et à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas forcément les outils, donc j'avais écrit. On a voulu se saisir de ça et vraiment partager un peu ces expériences. Et du coup, on a écrit ce livre, Néo-Paysan. En fait, c'est un guide pratique d'installation qui recueille un peu tout ça, plus pas mal de choses qui guide étape après étape sur tous ces aspects-là. Et on a créé une association justement qui s'appelle Néo-Agri et qui promeut l'installation de néo-paysans en agroécologie, avec notamment sur des aspects de mise en réseau. On travaille plutôt sur ces aspects-là, avec notamment un groupe qui s'appelle Projet Microferme Permaculture Agroécologie sur Facebook, qui a plus de 30 000 personnes, qui justement échange qui permet à des porteurs de projets en début de réflexion de pouvoir échanger avec des gens qui sont plus ou moins avancés dans leur profil d'installation sur des questions très pratiques, sur concrètement, moi j'ai repéré ce terrain-là d'un point de vue juridique, comment faire, contacte FEV par exemple, ça peut être une des réponses. Donc ça permet, donc cet aspect de mise en réseau est aussi extrêmement important sur cette première phase d'installation et même après. Mais le réseau est important et il vaut mieux éviter d'avoir une installation, d'envisager une installation tout seul dans son coin. Clairement, c'est important de se faire accompagner et d'être en réseau avec d'autres agriculteurs chez qui on serait allé faire des stages ou d'autres porteurs de projets qui rencontrent les mêmes difficultés que soi à ces moments-là. Voilà. Et du coup, sur le projet lui-même, toi, ton accompagnement sur le projet du porteur et sur ce livre que vous avez écrit, et du coup qui te remet en perspective un peu tout ce que tu as rencontré. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, on a la 3e édition et à chaque fois, on agrémente des nouvelles trouvailles, des nouvelles. On ne l'a pas encore actualisé avec FEV, mais voilà, ce sera sur la prochaine édition. Donc là, vous avez la dédicace, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Bien, on va demander à Jérôme, qui est l'homme rêvé, c'est le centre de comptabilité, le CER. Il va vous transformer tous vos projets en entrepreneuriat pour que vous puissiez continuer à être bucolique. On est obligé d'en passer par là, il me semble. Donc moi, je suis Jérôme Gandon. Donc effectivement, je travaille, je suis salarié du CER France. Je vais le présenter un petit peu juste avant, donc pour compléter la présentation. J'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai passé un CAP de boulanger et donc aujourd'hui je suis installé en tant que paysan boulanger, donc double actif, sur une ferme qui est à 6 km d'ici. Donc on est 4 sur la ferme, elle fait 80 hectares, on est en bio, en agroforesterie et on a installé 2 personnes du coup sur le projet PAN. Voilà, donc je reviens par rapport à ma casquette CER France. Donc les CER France, ce sont des associations de comptabilité et de gestion. Vous en avez une à peu près dans tous les départements de France. En fait, c'est des associations qui se sont créées il y a une 50aine d'années, dans un grand mouvement de professionnalisation de l'agriculture, et où les agriculteurs se sont fédérés sur des associations plutôt que d'aller voir individuellement chacun leur expert comptable. Donc en fait, on a la même fonction qu'un expert comptable. On est agréé par les impôts exactement comme eux. Simplement, on a un but non lucratif et on a eu un conseil d'administration aussi qui définit les objectifs de l'association. Après, par rapport à une association et par rapport au club de foot de votre village, en fait, on fonctionne malgré tout comme des entreprises.
et on n'a pas d'objectif, enfin on n'a pas de délégation de service public. Donc en fait, on monnaie nos services à nos adhérents. Et en fait, l'adhésion est à 25 € et vous n'avez pas une comptabilité pour 25 €. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Donc, non, elle n'est pas à 25 €. Non, non, mais voilà. On fonctionne comme une entreprise, c'est-à-dire qu'on a des charges et il faut qu'on les équilibre. Donc nous, au CERF France, dans le Puy-de-Dôme, nous, on est 60 salariés. Donc l'essentiel de mes collègues sont des comptables et des fiscalistes. On a aussi un service juridique. Donc on a 3 juristes qui sont spécialisés sur le droit rural. Donc on va créer des sociétés, on va en dissoudre, on va gérer des problèmes de voisinage, on va gérer des successions, des divorces, enfin tout ce qui accompagne la vie économique d'un agriculteur ou d'un entrepreneur dans ses aspects juridiques. On a aussi un service économique où là, on va accompagner les porteurs de projets ou les agriculteurs en place pour monter un business plan, pour aller chercher du financement et pour essayer d'étudier la faisabilité du projet du point de vue économique. Et donc, ça, au niveau de l'installation, et ça a été signalé, c'est un point essentiel. Donc voilà. Et on a un service, on a d'autres services, on a un service paye aussi, puisqu'en fait, on a de plus en plus d'agriculteurs. Et on fait de la comptabilité pour des non-agricoles aussi, depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc on est des artisans, des commerçants, des professions libérales aussi en compta. Et donc on a un service paye, puisqu'on a de plus en plus de nos adhérents qui ont des salariés. Et le droit du travail est un droit extrêmement spécifique. Et là aussi, on a besoin d'un accompagnement pour sécuriser ce qu'on fait. Voilà en gros la présentation des CERF France. Donc on a une fédération nationale. Donc il y a un CERF France Creuse, il y a un CERF France Puy-de-Dôme, il y a un CERF France Landes. Voilà, vous en avez un peu dans tous les départements. Pour compléter un petit peu donc, la discussion et les projets d'installation, moi j'avais proposé, quand on a travaillé autour de la table ronde, de parler aussi de choses qu'on voit émerger de plus en plus, que sont les projets collectifs. Donc on parle on a une tradition et depuis 40 ans, on accompagne des projets qui sont souvent des projets individuels. Alors, des projets individuels, souvent, qui ne sont pas si individuels que ça, puisqu'ils sont souvent en société avec des parents. Donc, en fait, on est au sein d'une EURL ou d'un GAEC, quand même dans une collectivité, mais une collectivité qui est relativement anthropocentrée autour de la famille. Aujourd'hui, on voit des projets collectifs avec des gens qui viennent de l'extérieur. Et voilà. Et c'est quelque chose qui émerge depuis 4-5 ans. Et c'est quelque chose qui nous interroge. Et c'est une nouvelle forme d'installation dans l'agriculture. Et où, en fait, par rapport à des problèmes de compétences, en fait, on va trouver différentes compétences dans différentes personnes. Et plutôt que d'avoir une personne qui a toutes les compétences, en fait, les gens, à travers ces collectifs, ont trouvé des solutions un petit peu différentes. Et du coup, le DLA, qui est le dispositif local d'accompagnement, a voulu s'emparer de cette question-là. Et en fait, on a travaillé avec aussi Ferme Partagée. Donc Ferme Partagée, c'est une scope et une SIC de l'économie sociale et solidaire qui est dans le 69, qui est le regroupement de 3 scopes agricoles et qui travaille beaucoup sur ces questions collectives. Ça nous intéresse et
et on voit quelque chose qui vient de l'économie sociale et solidaire qui infuse dans le monde agricole. Et donc sur ces projets collectifs, je crois que par rapport à des élus ou par rapport à des choses comme ça, il ne faut pas confondre un projet collectif d'une communauté de vie que l'on pourrait avoir connue il y a quelques années. Je te regarde puisque c'est toi qui... ou sur le plateau de Mille-Vaches, voilà, sans juger du tout. Hein. Mais en fait, un collectif, c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui sont des collectifs, des projets professionnels. Et ce ne sont pas des projets de vie ou des projets communautaires. Et en fait, c'est exactement comme une entreprise de 7-8 salariés. Simplement, la gouvernance, elle est différente. Hein. Et c'est la question de la gouvernance qui est posée. Et c'est un projet professionnel et non pas un projet de vie. Donc souvent, des élus voient ça un petit peu comme des trucs un petit peu baba, complètement alternatifs, où ils vont même pas mettre les enfants à l'école, etc. Et en fait, on a aujourd'hui des collectifs qui sont beaucoup plus professionnels que ça et pas cette dimension communauté, on va dire. Ces collectifs, ils nous interrogent parce qu'en fait, ils ont aussi des projets agricoles, des projets de production, mais ils portent aussi des projets un petit peu différents sur de la pédagogie, sur de l'accueil, et où en fait, on est obligé d'avoir des structures juridiques parfois différenciées parce qu'en fait, on a des projets différents. Hein. Et souvent dans l'économie sociale et solidaire, en fait, on a un projet économique, un projet commercial associé à un projet associatif, associé à un projet immobilier, hein, parce qu'à un moment donné, il y a un porteur de projet immobilier qui peut partager l'immobilier entre l'association et le café et le restaurant. Enfin, voilà. Et en fait, on a des modèles qui sont complètement différents de ceux que l'on peut avoir aujourd'hui. Et du coup, ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on a des solutions qui sont complètement différentes de celles qu'on a l'habitude de rencontrer. Par rapport à ce que vous disiez aussi, on trouve dans ces collectifs aussi une volonté d'appropriation du projet qui est souvent beaucoup plus importante que chez un individu tout seul. Parce qu'en fait, il y a une décision collective. Et pour qu'il y ait une décision collective, il faut que chacun comprenne un petit peu la dimension de chaque chose. Et du coup, les projets économiques chez ces gens-là sont souvent plus mûrs, plus compris, plus partagés, mais ils prennent énormément plus de temps, hein, parce qu'à un moment donné, il faut partager tout ça. Et il y a une montée en compétences. Et notamment, par exemple, sur un des derniers qu'on a accompagné, c'est 7 jeunes garçons et jeunes filles. Ils sont 7 hein, sur une seule ferme. Donc là, il y a une dimension économique qui interroge quand même. Mais n'empêche qu'ils sont assez mûrs. Parmi eux, il y avait un juriste. Donc en fait, nous, on s'est servi de lui d'abord pour lui faire monter en compétence tous ses collègues, nous discuter avec tout le monde, et à un moment donné, lui, il est repassé derrière pour réexpliquer, et il a servi de point de relais. Et en fait, ça, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, par rapport à ce que tu disais aussi, on doit se positionner, nous, en accompagnant et non plus en donneur de solutions. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la solution, c'est venez pas la chercher chez nous, parce que nous, on ne l'a pas pour vous. Il faut que vous la construisiez, et nous, on va vous aider, on va vous accompagner à la construire. Mais venez pas chercher une solution, venez pas chercher une recette, parce que, en fait, votre projet, c'est pas celui de votre voisin. Et souvent, nous, on vient vous dire, bah, tiens, je viens faire un GAEC. Ben non, je ne veux pas un GAEC. On va essayer de déconstruire le truc en disant ben, finalement, c'est peut-être pas le GAEC qui est bon pour toi. Donc voilà. Et appropriez-vous tout ça. Et nous, on va essayer de se positionner de plus en plus en tant qu'accompagnateur et non pas en donneur de solutions.
Voilà, je ne sais pas si... C'est super. Alors, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien dans nos structures, ce qui va bien, c'est qu'on a 40 ans, 50 ans d'expérience. On a un juriste, un comptable, un fiscaliste. Sur le point de vue technique, on n'est pas très fort, nous, les centres de gestion. Hein. Vous êtes présent sur le projet d'installation. Hein, oui, on est présent sur le projet d'installation, tout à fait. Mais sur les aspects techniques, on est, voilà, on n'a pas, on n'est pas très fort. Hein, et voilà, voilà, tout à fait. Et ce sur quoi on doit s'améliorer aussi, c'est sur, on est très fort sur la gestion de l'avoir, mais sur l'être, on est moins fort. Mes collègues sont des comptables, sont des juristes, sont des agronomes, mais on n'a pas de psychologue, on n'a pas de sociologue, on n'a pas de... Et en fait, la dimension psychologique, la dimension humaine, aujourd'hui, elle est très importante. Et dans nos structures, on n'a pas mis assez d'humain encore dans les choses. Et pour parler de mon projet à moi, on est 4. Le projet technique, il est maîtrisé. On craint le réchauffement climatique, hein, et peut-être que dans 15 ans, on ne pourra plus faire ce qu'on fait aujourd'hui sur nos terrains. Hein, mais ça, on essaiera de s'adapter et la nature va nous aider à s'adapter. Mais l'aspect technique nous ne fait pas peur. L'aspect économique, on le maîtrise et on travaille, nous, beaucoup en circuit court, et on a l'avantage sur un circuit court, à un moment donné, de fixer les règles du jeu et de fixer le prix. Hein, et le pain, ce n'est pas la coopérative qui va me fixer le prix du pain, c'est moi qui vais le dire. Et si nous, demain, on décide d'augmenter de 10 centimes le prix de notre pain, ça nous appartient. Après, ça appartiendra aux clients de savoir s'ils veulent nous suivre ou pas, mais n'empêche qu'on a ce pouvoir de décision-là. Si notre projet se casse la gueule, c'est parce qu'on n'arrivera pas à s'entendre entre nous. Et c'est l'aspect humain qui est notre talon d'Achille. Et ça, donc sur les collectifs de plus en plus, mais des GAEC entre un père et son fils, des gens qui c'est pas facile de travailler avec votre père. C'est pas facile de travailler avec votre femme. Parce que avec votre femme, vous allez partager votre projet professionnel, vous allez partager les ennuis de couple, vous allez partager les ennuis des enfants, vous allez et des fois vous avez besoin d'air. Mais ça, si vous allez voir votre comptable et que vous lui dites, moi, ma femme, elle commence à me taper sur le système, on va être un peu court, quoi. Mais on gère le divorce. Mais c'est sûr. Ça réagit dans la salle, là, c'est curieux. Et pour donner des exemples, hein, on a des gens qui viennent nous dire, qui viennent préparer leur divorce et qui viennent nous en parler à nous avant d'en parler à leur conjoint. Oui. Et là, en termes de confidentialité, c'est un petit peu difficile des fois. Hein. Mais n'empêche que quand vous mettez tout dans le même panier, et des fermes qui se sont cassées la gueule suite à des divorces, on en a. Hein, et cet aspect humain, il est extrêmement... et je ne sais pas qui c'est qui le disait, prendre en compte la famille, c'est hyper important, surtout sur des projets de reconversion. Et moi, je le vois. Hein, moi, des fois, ma femme, elle me dit... Bon, t'es sympa, quoi. Hein, c'est sympa ton truc, mais moi, les week-ends, je partage pas ton truc, c'est ta décision. Et voilà. Et donc là, nous, par exemple, il y a des choses qu'on a décidées qui sont claires. Nous, on est des boulangers, on travaille pas la nuit. Le plus tôt, ça sera à 6 h du matin. Et on travaille pas les week-ends. Alors, si vous dites à un boulanger, il travaille ni la nuit, ni le dimanche, il dit, mais que... non, est-ce que tu travailles alors? Non, mais c'est ça. Mais à un moment donné, c'est que moi, ma conjointe, elle m'a fixé les règles. Hein, et elle m'a dit non. Si tu veux faire ça, moi, je veux bien, mais tu travailles pas les week-ends parce que les week-ends, c'est la vie de famille. Voilà.
On est Si- dans des choses très fortes, Oui. très vraies. Si je peux me permettre de rebondir, entièrement d'accord. Et c'est vrai que nous, dans notre accompagnement en fait, des porteurs de projets, on se permet souvent des questions, je dirais, indiscrètes, mais très clairement, en fait, on les pose en disant, est-ce que votre compagnon, votre compagne, est-ce que votre conjoint en fait, est au courant de votre projet? Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il se rend bien compte en fait toutes les conséquences en fait sur la vie de famille et tout. Et c'est vrai que et pareil aussi. Enfin, on parle des conjoints, mais les enfants aussi, c'est important. Enfin, moi je me rappelle sur un couple en fait que j'ai accompagné et pourtant qui expliquait à leurs enfants ce qu'ils faisaient et tout. Et leur petite fille un jour qui leur a dit bon c'est bien, c'était un projet apicole, mais c'est quand est-ce que vous allez arrêter avec vos abeilles? Enfin voilà. Et alors, elle était petite, hein, elle avait 7-8 ans, et elle ne se rendait pas compte que non, ça n'allait pas s'arrêter dans 6 mois ou dans un an, et que ça allait perdurer encore des années et des années. Donc c'est sûr qu'une des conditions de réussite, en fait, c'est déjà d'avoir partagé son projet d'installation avec son entourage. Et pour rebondir, en fait, sur ce que tu disais, Jérôme, c'est évident que l'aspect, en fait, relations humaines est primordial. On le voit en fait de plus en plus. Et c'est vrai que, alors, nous au niveau de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, en fait, on a une conseillère en fait qui s'est formée en fait depuis plusieurs années en fait dessus et qui travaille aujourd'hui, je dirais. Presque plus avec des sociétés dans le cadre familial qu'avec des hors cadre familial, parce que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui en fait. Oui. Ah oui, oui. Mais même une installation dans le cadre familial, en fait, on parlait tout à l'heure de financement en disant, tiens, un jeune qui s'installe dans le cadre familial, c'est plus facile parce qu'il a l'exploitation. Mais en fait, non, pas forcément. Parce que il a potentiellement des frères et des sœurs qui ont aussi droit à une partie en fait du patrimoine familial et il faut gérer ça. Mais ouais. La clé, enfin, moi souvent je dis, il n'y a pas un modèle qui est valable, il n'y a pas une situation. Enfin, le GEC, des fois c'est très très bien pour certaines personnes, des fois ça fonctionne pas. Enfin, voilà, il n'y a pas une solution. Il faut trouver la solution qui vous convient. Et là-dessus, enfin, Jérôme, tout à l'heure tu disais que nous on se positionne, enfin vous vous positionnez, puis nous c'est pareil, on se positionne en tant qu'accompagnant. Et souvent, moi je dis aux porteurs de projets de laisser les conseillers en fait à leur place de conseiller. C'est-à-dire qu'on est là pour vous apporter en fait des éléments d'aide à la décision pour que vous preniez la décision la plus appropriée en fait, mais c'est votre décision, enfin c'est la décision de la personne qui s'installe et le conseiller il n'aura pas entre guillemets à l'assumer, c'est pas lui qui va faire le travail, c'est pas lui qui va rembourser les emprunts quoi. Donc c'est aussi une responsabilité. Je termine sur, enfin on parlait aussi tout à l'heure d'études économiques en fait. Alors business plan, je trouve que c'est un terme des fois un peu pompeux pour dire on est sur une simple étude économique avec des produits et des charges en fait, et des fois tout le monde est capable de le faire, c'est-à-dire que je dirais tout chef d'entreprise se doit d'être capable de lire une comptabilité, et puis de faire, comme on gère ses comptes perso, on gère les comptes d'une entreprise. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas non plus. Donc des fois, on emploie des termes en fait qui semblent compliqués, mais juste pour revenir sur, c'est sûr que nous, au niveau Chambre d'agriculture, on insiste, alors des fois on a du mal, mais à rendre en fait les porteurs de projets réellement acteurs, pleinement acteurs en fait de leur projet d'installation à tous les niveaux, et notamment au niveau de l'étude économique, quoi. Juste une petite remarque. Alors, si on revient sur le thème de l'atelier, sur la partie installation, si je puis me permettre, votre marque est potentiellement pertinente. Il y a peut-être des montages qui peuvent être faits. Enfin, voilà. Après, je pense qu'au stade installation, souvent, moi, ce que je dis, c'est il faut rester sur du simple, faire simple. Disons que avant de parler d'optimisation fiscale, je pense qu'il faut commencer en fait par mettre en place en fait l'exploitation, la base, de dire bon ok, je maîtrise en fait la production, je vérifie que mon exploitation en fait elle est rentable, qu'elle est aussi vivable en fait pour moi, parce que comme le disait Jérôme très justement, il y a cet aspect de vivabilité, de voir si c'est bien compatible en fait avec la vie de famille, avec la vie tout court, si on a assez d'heures pour dormir, pour manger, pour avoir des loisirs, pour s'occuper d'être avec sa famille. Enfin, voilà. Moi, souvent, les porteurs de projets qui arrivent avec des idées en disant tiens, j'ai monté une société, une autre, je leur dis attendez, on va peut-être rester sur quelque chose des fois de plus simple, et après, il y aura le temps de complexifier, quoi.
En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la société évolue plus vite que la législation. Et en fait, on a des choses qui sont nouvelles, qui sont émergentes. Entre le fisc, le juridique, le droit agricole, le droit de l'immobilier, hein, parce qu'à un moment donné, quand vous allez... En fait, le droit social, hein, à savoir, est-ce que vous relevez de la MSA ou est-ce que vous relevez d'une autre caisse. En fait, cette succession de structures administratives qui est de notre système est en retard par rapport à l'évolution de la société. Et en fait, on est obligé de détourner certains outils d'un certain nombre de choses. Néanmoins, au niveau agricole, on a quand même pas mal de possibilités et on arrive à faire des choses. Hein. Donc je suis sûr qu'on va trouver la solution. Si c'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre. Mais vous allez trouver la solution parce on va la trouver. Mais en fait, on se rend compte que voilà, la législation. Alors je ne sais pas si elle a un poids. Elle est là pour protéger aussi. Hein, il faut pas tout mettre à la poubelle. Mais n'empêche qu'à un moment donné, voilà, et puis ne serait-ce que sur la définition du mot agricole, hein, les impôts ont leur propre définition, qui n'est pas celle de la MSA, qui n'est pas celle du droit rural, qui n'est pas celle du code de l'urbanisme. Et avec ça, eh ben, en fait, il faut vous débrouiller. Je propose qu'on respecte à peu près les horaires, qu'on lève l'ancre. Je crois qu'on n'est pas arrivé jusqu'aux baguettes magiques. Moi, je prendrais bien la baguette magique que tu ne l'as pas appelée, Jérôme. Je trouve que ce que tu as dit sur un petit peu la globalité de l'installation collective, de l'humain dans les collectifs, moi, me convient très bien comme piste de travail pour aller de l'avant. Moi, je suis preneur de garder ce point-là. Voilà, si ça vous va. Je propose qu'on continue. J'imagine qu'il y a un bar en bas. Donc, on est quelques-uns à passer la nuit ici. Je ne sais pas vous, mais on peut continuer là-bas. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère qu'on a répondu à quelques questions.